Bonjour à tous, quel plaisir d'être là. Mes conflits d'intérêts, bien sûr, avec un petit peu le PO et un petit peu le fer, et puis la recherche, et puis un programme d'épargne transfusionnelle, comme on disait avant, ou de PBM, comme on dit aujourd'hui, parce qu'on est classe, qui s'appelle Objectif Zéro Transfusion. Et ça tombe bien, c'est peut-être le but de ce topo. Donc, c'est grâce à mes magnifiques modérateurs, vous avez compris que c'est une session interactive, et vous allez pouvoir répondre à cette question. Si ça veut marcher. Ça marche moins bien qu'en test, hein, puisque c'était censé s'afficher, là. Donc, je ne sais pas si vous la voyez dans l'application. Et vous pouvez commencer à voter, normalement. On voit sur l'application, on voit les barres de vote qui progressent. OK. Et si quelqu'un pouvait afficher ça sur l'écran, ce serait super. Voilà. Donc, la première question, c'est vous, votre limite d'hémoglobine, c'est quoi? On peut aller jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, où il ne faut vraiment jamais passer en dessous de 10, parce que c'est ce qui est le mieux pour le... Ah, c'est quand même pas mal. On est à... C'est dommage qu'on ne puisse pas l'afficher. Ouais, bon. Donc tout le monde regarde. On est à plus de 200 votants. Ouais, c'est quand même un beau score, félicitez-vous. Donc on est à 78% qui répondent 7 grammes, 8% 6, et il y a quand même quelques courageux à 2. Alors, vous avez tous répondu 7 grammes, parce que quand on vous pose la question « c'est quoi votre limite basse ?», en fait, vous répondez à « quand est-ce que je transfuse ?» Et comme vous avez lu ces magnifiques RFE sur anémie en réanimation, on vous a dit la limite basse, c'est 7 grammes, et à partir de 7 grammes, on commence à transfuser. C'est la cible d'hémoglobine pour la transfusion. Alors, je suis très content que vous ayez répondu ça, parce que sinon ma diapo là n'aurait eu aucun sens. Et je vais essayer de voir si c'est vraiment la bonne réponse. On va faire 2 petits cas cliniques très rapides. C'est une femme de 42 ans qui arrive au CHU pour de la fatigue qui évolue sur 3-4 semaines. Elle avait vu son médecin traitant qui finalement a fait une hémoglobine. Elle est à 2,3 g, cas réel. Elle a une douleur épigastrique, donc on est des très bons cliniciens. On fait un diagnostic de possible ulcère gastrique. On lui fait une fibro. Il y a un ulcère, il n'y a pas d'hémorragie active. C'est quoi votre objectif d'hémoglobine pour cette patiente? Et donc là, on imagine en transfusion. Donc on part avec les mêmes valeurs. Enfin, je vais aller au-dessus de 3, puisqu'elle est à 2,4 d'hémoglobine. On imagine qu'on ne va pas la saigner. Alors elle, qu'est-ce que vous faites? Ouais, je sens une certaine cohérence, puisqu'on est autour de 7 grammes d'hémoglobine. Donc là, en fait, l'idée, c'était de dire c'est une dame qui a une anémie finalement relativement chronique. Elle arrive sur ses 2 jambes, quoi, hein, à l'hôpital. Elle n'est pas en état de choc, etc. Elle est juste un peu asthénique. Bon, moi, je vais essayer de vous expliquer que ça, c'est de la carence martiale et que ce n'est pas de la transfusion. Et que oui, son objectif d'hémoglobine, c'est évidemment plus que 2,3. Mais ce n'est pas une indication de transfusion en urgence, en tout cas pas pour dépasser les 7 grammes par décilitre. Et puis là, on a un cas un peu plus compliqué. C'est un monsieur de 71 ans, il n'a pas d'antécédent. C'est un polytraumatisé avec un hémopneumothorax bilatéral, 8 côtes à gauche, 10 côtes à droite. Il a une fracture vertébrale T10, non neurologique. Il a une fracture du bassin et il arrive au départ conscient, etc., au déchocage. Et puis au déchocage, il est à 60-30 de pression artérielle. Et c'est un témoin de Jéhovah qui refuse la transfusion. Et donc, dans cette situation, qu'est-ce que vous acceptez comme... je ne sais pas pourquoi comme limite basse? Donc, là, on va probablement aller un peu en dessous de 7 grammes quand même, puisque c'est... voilà. Alors, mais il a un choc. Qu'est-ce que vous acceptez? Donc, bon, merci encore de voter, parce que là, c'est significatif, hein, on est à 200 votants presque.
ça y est. Et donc, on s'étale entre 5 et 6 d'hémoglobine, quoi, globalement. Donc, on va faire un peu comme d'habitude, mais un tout petit peu moins. Ça, c'est un cas clinique publié d'un patient, témoin de Jéhovah, qui a exactement ces constantes-là à l'admission, 60-30, 120 de fréquence cardiaque, 90% de SAT sous mode concentration, témoin de Jéhovah. Et donc, ils ont décidé de ne pas le transfuser puisque c'est à l'américaine et que c'est le patient, avant tout, qui doit choisir. Et ce patient, donc, son histoire, elle est en 2 temps, je résume rapidement. Il a ce trauma, etc., qui va être embolisé, il va être intubé, ventilé, embolisé, stabilisé, il fait un petit sepsis, et puis à J30, il refait un choc hémorragique sur un ulcère gastrique avec une hémorragie massive. C'est un peu petit, j'agrandis. Donc au départ, son hémoglobine, elle va descendre jusqu'à 3,9. Et puis, ils ont fait du fer et de l'EPO, et ça va remonter finalement à J14 autour de 6 grammes, sans transfusion. Ils n'ont pas non plus passé de PFC ou de... et puis, donc, à J30, là, il a ce nouveau choc hémorragique, et là, ça descend à 2,5 d'hémoglobine. C'est pas très bien toléré, puisqu'il passe en ACFA, il a un choc électrique externe, il a un grand état de choc. Alors, ce que vous voyez en rouge, c'est les doses de noradrénaline qui montent à 1 gamma km/min. Et puis, cette espèce de pic vert, là, c'est du bleu de méthylène qui vont faire pour faire monter la pression artérielle. Vous savez, ça chélate le NO, c'est un vasoconstricteur massif. Et il passe le choc avec ça. Et puis, finalement, progressivement, l'hémoglobine va remonter à 6,5 en une dizaine de jours. Et vous voyez toutes ces cases blanches, c'est qu'ils ne font pas des bilans tous les jours pour justement limiter les pertes sanguines, même quand le malade il a 2 grammes d'hémoglobine. Et donc la conclusion, c'est que dans ce cas clinique, avec du fer et de l'EPO qu'ils ont répété, ils ont réussi à remonter l'hémoglobine dans des constantes de temps assez courtes et à bien tolérer cette anémie quand même qu'on peut qualifier de sévère. Dans ce case report, ils font une petite revue de la littérature, et donc il y a 17 case reports. Je vous ai mis là tous ceux qui sont en dessous de 4 grammes. Il y en a 3 qui meurent, notamment ceux qui n'ont pas de PO, là. Et les autres sont avec des hémoglobines autour de 3 grammes, gérés avec du fer et de l'EPO. Donc je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas transfuser les chocs hémorragiques au déchocage, hein, loin de moi, mais je suis en train de vous dire c'est pas... on peut survivre avec des hémoglobines inférieures à 4 grammes. Alors c'est bizarre parce que nous, on nous a appris que l'hémoglobine, c'était très important. L'hémoglobine, c'est très important parce que c'est ce qui transporte l'oxygène. Donc pour rappel, hein, il y a 4 sites de fixation de l'oxygène qui sont des cycles M, avec dedans, bien sûr, du fer. C'est pour ça que le fer, c'est très important, c'est ce qui va fixer l'oxygène. Il y a une modification de conformation de la molécule d'hémoglobine à chaque fixation d'oxygène qui facilite la fixation de la molécule suivante, ce qui fait que la courbe de dissociation de l'hémoglobine que vous connaissez fait que quand on augmente la pression en oxygène, on a un peu plus, et c'est une sigmoïde, ce n'est pas une droite plate. Et donc, on arrive à saturer l'oxygène. Et si l'oxygène peut être libéré au niveau tissulaire, c'est notamment grâce à l'effet Bohr, puisque quand on a plus de CO2 ou de l'acidose, cette courbe de dissociation est décalée vers la droite, ce qui fait que à des PO2 basses comme ça, l'hémoglobine va se désaturer, et donc l'oxygène va pouvoir passer dans les tissus. Et donc juste pour rappel, c'est l'inverse au niveau pulmonaire avec l'effet Haldane. Ce qu'on veut, c'est que cet oxygène il soit transporté vers les tissus. Donc le transport en oxygène, c'est rien d'extraordinaire. Le débit cardiaque fois le contenu artériel en oxygène. Et ce contenu artériel, c'est l'hémoglobine fois la saturation. Et donc on se dit bêtement, enfin pas bêtement, mais puisque on veut, si l'hémoglobine est trop basse, on va baisser le transport en oxygène, on va avoir une dette en oxygène, ça ne va pas être bon, et donc il faut augmenter l'hémoglobine pour augmenter le transport en oxygène. Alors, en fait, ce n'est pas forcément complètement vrai, puisqu'on voit qu'il y a un moment, la consommation d'oxygène, elle est indépendante du transport. Donc on a toute une zone où notre VO2, notre consommation d'oxygène, elle est indépendante de la quantité d'oxygène qu'on transporte. Et puis, il y a une DO2 critique, il y a un seuil en dessous duquel, finalement, le transport en oxygène
est insuffisant par rapport aux besoins, et c'est ce qu'on appelle la VO2 dépendance. Et là, normalement, dans cette zone-là, on considère qu'on va travailler potentiellement en anaérobiose, produire du lactate, baisser la SVO2. Ça, c'est lié, en fait, cette variation, elle est liée au rapport entre la VO2 et la DO2, qu'on appelle l'extraction de l'oxygène, qui normalement est autour de 25%, et qu'on peut optimiser jusqu'à 60-70%. Et en dessous, on va baisser. Les valeurs habituelles au repos, c'est 250 ml de consommation d'oxygène pour un transport qui est autour de 350-400, donc on est largement au-dessus de nos besoins. Quand on modélise ça et qu'on regarde qu'est-ce qui se passe si je fais varier tous ces paramètres du transport en oxygène, donc la FiO2, donc je baisse ma saturation en oxygène, je baisse mon hémoglobine et je baisse mon débit cardiaque. Donc je vais avoir une baisse, la franche, de mon transport en oxygène. En fait, le simple fait de réaugmenter la FiO2, ici à 35 ou 60%, eh ben, ça permet de réaugmenter mon transport en oxygène. Et finalement, même si j'ai 7 grammes d'hémoglobine et un débit cardiaque bas, je vais avoir une DO2 qui est suffisante par rapport à mes besoins en repos. Donc à 7 grammes d'hémoglobine, je peux avoir une DO2 largement au-dessus de 250. Si j'augmente mon débit cardiaque, que je me mets en hyperdébit, je réaugmente beaucoup mon transport, et donc, entre guillemets, je peux compenser mon anémie. Donc, c'est d'ailleurs l'adaptation à l'anémie, c'est la tachycardie. Voilà, donc jamais d'anémie en hypovolémie, ça c'est très mauvais. Mais sinon, je peux augmenter mon transport. Et finalement, est-ce que l'hémoglobine, ça a un impact majeur sur ma VO2, ma consommation d'oxygène? Donc ça, c'est des mesures de VO2 faites en préopératoire, chez des patients qui allaient avoir des chirurgies. 1800 patients quand même, et on voit le lien VO2-hémoglobine. Et finalement, oui, quand j'ai une hémoglobine qui est plus basse, ma VO2 diminue, mais au total, c'est pas si important que ça. Vous voyez, le R carré est bas, et quand on ajuste sur l'âge, le sexe, etc., eh ben, l'hémoglobine n'explique que 9% de la variation de VO2. Donc c'est important, mais c'est pas majeur. Et pareil, quand on regarde la limite d'anaérobiose, eh ben, le lien il est encore plus bas, et finalement l'hémoglobine n'explique que 6% de la variance de cette limite d'anaérobiose. Donc l'anémie a un impact sur le transport en oxygène et donc sur la VO2, mais pas si important que ça. Et pour ça, il faut se rappeler qu'il y a un rôle important finalement aussi de la diffusion de l'oxygène au niveau tissulaire, et qui est très dépendante, celle-ci, de la distance qu'il y a entre l'hémoglobine et les cellules. C'est modélisé ici. Vous voyez que finalement, dans des conditions normales, avec une distance intercapillaire normale, on voit que l'effet de l'anémie, du bas débit, etc., sur la DO2 n'était pas si importante que ça. Si j'ai de l'œdème périphérique et que ma distance intercapillaire augmente, là, pour le coup, je vais avoir un effet très important, notamment si je rajoute de l'hypoxie. Là, je vais avoir une hypoxie tissulaire très importante. Donc, c'est pour moduler ce message qu'on a tous en tête de « Ah là là, l'hémoglobine est basse, je ne transporte pas mon oxygène ». Alors, est-ce que c'est important et quelle est la limite physiologique? Je vais être complètement à la bourre. Mais... Donc, chez le volontaire sain, une petite étude que vous avez peut-être vue, qui est faite dans le seul pays où on peut prendre des internes et les mettre, les saigner et faire ce qu'on veut avec, les Pays-Bas. Donc 9 volontaires, jeunes, 30 ans, et on va les saigner, leur mettre un peu d'albumine pour remplacer ça, et on les met à 7 grammes, 6 grammes, 5 grammes d'hémoglobine. À la fin, on leur retransfuse, pas trop, il faut qu'ils remontent que à 7, comme vous, hein, on ne dépasse pas 7. Et on évalue l'impact de cette anémie normovolémique sur le cerveau. Et pour ça, on leur fait faire des tests de mémoire immédiate. Et on voit que finalement, c'est à partir de 6 grammes qu'on commence à être un peu plus lent, mais on est aussi bon. Et à partir de 5 grammes, qu'on est un peu plus lent et qu'on fait des erreurs. Les erreurs, ce n'est pas 100% d'erreurs, hein, c'est 20% d'erreurs, mais il y a un petit impact. Et puis, si c'est d'autres tests qui font plutôt appel à la mémoire d'un peu plus long terme, eh ben, c'est pareil.
On a une petite réaction, on commence à être un peu plus lent, c'est-à-dire comme un patient de 60 ans, quoi. 65. Mais on fait des erreurs à partir de 5 grammes d'hémoglobine. Donc pour résumer, physiologiquement, en dessous de 4-5, on commence à avoir des impacts, on commence à mesurer un défaut d'apport en oxygène. Ça ne veut pas dire qu'on va mourir, hein. Mais chez les patients, notamment chez nos patients de chirurgie, qu'est-ce qui est important? On va regarder ceux qu'on ne transfuse pas, les témoins de Jéhovah. Donc c'est une étude assez vieille, mais qui a le mérite d'avoir presque 2000 malades, où on a regardé sur une cohorte de témoins de Jéhovah la mortalité post-op. Donc la J30, c'est 3%, c'est quand même un peu plus que les cohortes normales. Et quand on regarde en fonction du taux d'hémoglobine, effectivement, plus l'hémoglobine est basse, là en dessous de 12, qui est la référence, plus on augmente la mortalité, hein, c'est x26 en mortalité non ajustée, quand on est à moins de 6 grammes d'hémoglobine. Donc, ça ne paraît pas terrible d'être très anémique en périopératoire. Ça l'est encore moins quand on a un terrain cardiovasculaire. Pardon. Donc cette fois-ci, c'est ajusté. Donc vous voyez que la mortalité ajustée, finalement, même quand on est à 6 grammes d'hémoglobine et qu'on ne va pas transfuser, hein, c'est 1,4 fois la mortalité de quand je suis au-dessus de 12, quoi. Donc c'est plus, mais ce n'est pas non plus extraordinaire. En revanche, si j'ai des antécédents cardiovasculaires, là je suis à x16. Donc là, ça commence à être plus important. Mais évidemment, ça dépend du saignement. Et quand on regarde la mortalité en fonction du saignement, vous voyez que quand on n'a pas pathologie cardiovasculaire et qu'on a perdu 2 points d'hémoglobine moins de 2 points d'hémoglobine en périopératoire, finalement, l'augmentation de mortalité associée à l'hémoglobine basse, elle est non significative, quoi. En revanche, quand c'est plus de 2 grammes de perte d'hémoglobine, là, on a une augmentation significative de la mortalité quand on n'a pas d'antécédents cardiovasculaires. Et quand on a des antécédents cardiovasculaires, là, il y a un impact vraiment important. Et évidemment, c'est plus important quand on a beaucoup saigné versus je n'ai pas beaucoup saigné. Mais ça, c'est vrai aussi pour nous, tous qui ne sommes pas témoins de Jéhovah. Et quand on regarde la mortalité périopératoire en fonction du taux d'hémoglobine, en fait, c'est dès qu'on est en dessous de 13 grammes d'hémoglobine qu'on a une augmentation de mortalité associée à cette hémoglobine basse. Pour chaque perte d'un point d'hématocrite, on a 1,6% de mortalité en plus. Alors c'est une assez vieille cohorte, mais c'est des données qu'on retrouve partout et qu'on retrouve dans cette étude ALICE à laquelle la SFAR a participé, qui est une cohorte de 2800 patients, très récente pour le coup, où on a la même chose que la morbidité à gauche, la mortalité à droite, elle augmente dès qu'on est à moins de 13 grammes d'hémoglobine en préop. Donc oui, l'anémie, c'est important. Mais il faut le distinguer de la transfusion, parce qu'en fait, quand on regarde le risque associé à la transfusion et de la mortalité périopératoire, lui aussi, il augmente. Et en fait, ce risque, il est d'autant plus important que le risque de base du patient est faible. Vous voyez, ça, c'est l'odd ratio de mortalité pour des patients qui avaient un risque de mortalité en bas et morbidité... Non, c'est l'inverse. Mortalité en haut et morbidité en bas. Vous voyez que quand je n'ai pas beaucoup de risque de mourir, en fait, le fait d'avoir été transfusé, ça augmente mon risque de façon extrêmement importante. En revanche, quand je suis déjà très à risque, la transfusion, ça augmente plus tellement mon risque de mourir ou d'avoir des complications. Mais ça l'augmente quand même. Donc pourquoi est-ce que l'anémie, c'est pas bien, mais finalement la transfusion, c'est pas forcément bénéfique? Pourtant, on a dit transport 1,34 ou 39 fois l'hémoglobine, donc il n'y a pas de raison que ça soit pas bon. Alors, je vous ai montré les données de hémoglobine versus VO2, et celle-ci est encore plus intéressante, puisqu'elle montre qu'en fait, il n'y a aucun lien entre le taux d'hémoglobine et la VO2. En revanche, il y a un lien qui est de 40%, entre la masse d'hémoglobine et la VO2. Donc déjà, en périopératoire, il faut faire attention au fait que l'hémoglobine qu'on va mesurer, il y a une part d'hémodilution, et ce n'est pas parce que l'hémoglobine est basse que la masse d'hémoglobine est basse. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Alors ensuite, les données qui montrent que quand je transfuse, j'augmente le transport en oxygène, c'est faible. La consommation d'oxygène, le transport, oui, parce que c'est dans la formule, mais les mesures de VO2 ou de lactate, c'est négatif.
Et vous avez deux exemples ici qui sont intéressants parce que c'est chez l'homme, soit on mesure la perfusion capillaire, soit l'oxygénation tissulaire entre la baseline et après la transfusion. Et vous voyez que dans à peu près la moitié des cas, on a une amélioration de cette oxygénation tissulaire ou de la perfusion capillaire, ce qui est une façon de dire que ça s'améliore. Mais dans la moitié des cas, ça va moins bien après la transfusion. Et finalement, d'ailleurs, le mieux j'étais au départ, le plus délétère est la transfusion. Et ça, ce n'est pas forcément des mesures qu'on a au lit du malade de façon quotidienne, clinique. Et puis, il y a ce concept qui est intéressant, qui dit que finalement, quand je vais transfuser, je vais augmenter la viscosité sanguine. Ça, c'est assez logique. Donc ça, c'est les mesures de la littérature. Vous voyez que ça, c'est le lien entre l'hématocrit et la viscosité. C'est des mathématiques, hein, ça rentre dans la formule. Cette augmentation de viscosité, ça va réduire le débit sanguin. Si je réduis le débit sanguin, en fait, je vais avoir au niveau capillaire une augmentation de ma diffusion de l'oxygène en pré-capillaire, c'est-à-dire avant d'arriver au niveau des tissus et des cellules. Et ce qui est une sorte de perte d'oxygénation, où l'oxygénation des artérioles, des hémoglobines oxygénées, va passer dans les vénules, sans être arrivé au niveau des capillaires. Et donc je vais finalement, de façon, plus j'augmente mon hématocrit, plus je vais aggraver cet effet et diminuer l'oxygénation. Et quand c'est modélisé, donc c'est un modèle mathématique, hein, avec toutes les limites que ça peut avoir, mais on arrive à démontrer que finalement la transfusion sanguine, quand je regarde le transport en oxygène au niveau tissulaire, après la transfusion, eh ben, finalement, il n'augmente significativement que quand j'ai un déficit d'hémoglobine au départ de plus de 60%, ce qui correspond en gros à 5,8 d'hémoglobine. Et évidemment, après, c'est dose dépendant, c'est-à-dire que plus je transfuse, plus j'altère mon transport en oxygène, paradoxalement. Alors, ok, donc peut-être que le taux d'hémoglobine, ce n'est pas la meilleure façon de savoir quand est-ce que je dois transfuser. Peut-être Sigismond, excuse-moi, il va falloir conclure, s'il te plaît. Oui, il est bientôt midi, Sigis. Ouais. Donc, bon, je vais faire juste celle-ci. je sentais que je n'étais pas en avance, hein, mais je regarde la SVO2 pour savoir si c'est bien. Donc, quand j'ai moins de 70% que je transfuse après la SVO2, ben, j'augmente de 3% ma SVO2. Quand j'ai une SVO2 normale, en fait, ça ne change rien sur ma SVO2, mais j'augmente que de 3%. Et finalement, la SVO2 pré-transfusion, ce n'est pas un très bon marqueur de la réponse, entre guillemets, positive à la transfusion, qui serait d'augmenter la SVO2. Donc voilà, c'est pour vous dire que finalement, l'hémoglobine, c'est peut-être pas le plus important dedans. Et vous voyez ces animaux qui ont été saignés et qu'on va retransfuser pour les mettre à 6, 8, 10 et 12 grammes d'hémoglobine. On les fait courir sur un tapis roulant. Ils améliorent leur course. Quand ils arrivent entre 8 et 10 grammes d'hémoglobine, ils sont au maximum de leur capacité. Mais ces animaux-là, c'est des animaux qui étaient carencés en fer, qu'on a retransfusés. Donc on les a mis jusqu'à presque 12 grammes d'hémoglobine. Mais en fait, ça ne leur permet pas de courir plus parce qu'en fait, ils ont un déficit en fer et que c'est beaucoup plus important. Donc pour le cas numéro 1 de ma patiente qui a une anémie chronique et qui a une carence martiale importante, c'est vraiment important d'apporter du fer, peut-être plus que de l'hémoglobine. Hop, ça c'est pareil pour les souris. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on reste avec des transfusions restrictives, parce que c'est finalement pas plus de complications ni rien. Vous allez me dire, oui, mais tu m'as dit les cardiovasculaires, eux, il faut les transfuser plus. Donc il y a cette méta-analyse qui montre pas vraiment ça, et qui montre que même si on dépasse 10 grammes, c'est moins bien. Et puis, il y a donc 2 grandes études récentes sur syndrome coronaire aigu. Donc, j'insiste, hein, ce n'est pas des antécédents cardiaques, c'est syndrome coronaire aigu. Ils sont en dessous de 10 grammes d'hémoglobine, ou 9 grammes d'hémoglobine, là, et on les randomise entre je vais essayer d'être au-dessus de 10 ou je vais attendre qu'ils soient en dessous de 8 pour les transfuser. Dans cette étude, c'est une étude de non-infériorité franco-espagnole, et qui montre que finalement, il y a moins d'effets MACE, c'est-à-dire critères composites de récurrence d'infarctus, AVC, décès. Il y en a moins dans le groupe restrictif que dans le groupe libéral, et ça atteint la non-infériorité. Donc eux, ils ont démontré que c'était non inférieur de transfuser moins que plus. Et puis il y a probablement cette étude que vous avez vue,
l'étude MINT du New England fin d'année dernière, qui a randomisé 3500 patients entre libéral et restrictif, qui montre que c'est NS, mais tout proche de la barre de significativité. Et comme Jeff Carson, lui, son objectif, c'est de dire que c'est significatif, dans la conclusion, il dit que c'est non significatif, mais quand même que peut-être c'est pas bien. Donc, une sorte de... Voilà. Alors, quand on compare les deux, il n'y a pas beaucoup de temps là pour aller au fond, mais pas mal de différences, et notamment un biais majeur dans l'étude MINT, c'est qu'un tiers des malades sont transfusés avant d'être inclus. Donc en fait, on ne compare pas des malades transfusés, pas transfusés, on compare des malades transfusés, beaucoup, à transfusés, beaucoup, beaucoup. Et donc ça, c'est important. Ce n'est pas tout à fait la même pathologie. Il y a 5% dans le groupe libéral qui auraient dû être transfusés qui ne le sont pas. Voilà. Et donc, finalement, quand on regarde ensuite derrière, ils ont fait d'autres études à plus long terme. On voit que dans l'étude Liberty, finalement, les patients qui ont une défaillance cardiaque, ils bénéficiaient de la stratégie restrictive. Et là, vient de sortir l'étude à 6 mois, le suivi à 6 mois des patients de l'étude MINT. Et eux montrent que c'est NS, la survie à 6 mois, restrictive versus libérale. Donc pour moi, même dans cette pathologie-là, on peut rester restrictif. Et puis, bon, je vais passer. Dis donc, j'ai été rapide. Donc, l'hémoglobine, évidemment que c'est important. Je vous ai dit, c'est peut-être pas le déterminant majeur de la DO2 ou de la VO2, ça reste très important. La limite physiologique, c'est 4-5 grammes, on commence à avoir des symptômes. Donc, effectivement, on va quand même être raisonnable. En préopératoire, moins de 13, c'est pas bien. Et donc, il faut faire quelque chose. Mais le traitement de l'anémie, ça ne veut pas dire transfusion. Le message clé, il est là. Ça veut dire probablement du fer et de l'EPO, en fonction des conditions. Ça veut probablement dire de faire attention à limiter les spoliations, éviter les modilutions, etc. Corriger la carence martiale. Et bien sûr, transfuser les patients qui doivent l'être. Mais ça, c'est vous, superbe clinicien, qui saurez lesquels c'est. Maintenant, si tout ça, ça vous intéresse, je vous invite à venir en Allemagne. On boit de la bière, on mange des saucisses et on peut parler de PBM. Merci.